Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h30, 11h avec vous. Comment expliquer l'énorme ratage autour de l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, fiasco policier, mais aussi fiasco médiatique. Beaucoup de questions autour de l'emballement médiatique complètement fou pendant 24 heures autour de cette vraie-fausse arrestation. Pour en parler, pour en débattre, Antoine Chusville, bonjour, vous êtes secrétaire général du syndicat national des journalistes, le SNJ, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et puis Clara Doinasch-Schmelk, bonjour, vous êtes journaliste média à Intégral. Vous avez publié plusieurs tweets justement sur cette affaire. On va y revenir dans un instant. Les excuses ne suffiront pas, c'est ce que dit votre communiqué du CNJ, et vous parlez de l'éthique journalistique portée disparue suite à cette affaire. Oui, c'est un choc pour la profession qui est ridicule depuis 2 jours. Évidemment, c'est le public qui subit de plein fouet ce type de fausses informations. On a diffusé une fausse information massivement sur un sujet très important, sur un fait divers, un des faits divers les plus connus en France. Donc c'est un énorme ratage. Mais est-ce que les journalistes sont coupables ? C'est la question qu'on vous pose ce matin, parce que il y a eu plusieurs sources recoupées, ce qui est la base du métier de journaliste. Donc le Parisien qui a sorti l'info dit on a eu 5 sources différentes. L'AFP, qui est un peu l'arbitre des élégances, publie arrestation de Dupont de Ligonnès. Donc que font les journalistes dans les rédactions ? Alors les journalistes, ils ont été accusés de 2 choses. Ils ont été accusés par pas mal de personnes sur les réseaux sociaux d'avoir publié des fake news ou de ce qu'on appelle des infox aussi. C'est pas le cas, parce que dans la très grande majorité des cas, les journalistes ont travaillé de bonne foi. Ils ont eu cette information, ils ont essayé de la vérifier avec des sources policières, etc. Donc ils ont travaillé, entre guillemets, un peu comme d'habitude. Ils n'ont pas essayé de fabriquer une information bidon. Voilà, ça c'est important. En revanche, ils ont été accusés d'avoir été imprudents. Là-dessus, nous on insiste beaucoup. Il y avait effectivement plusieurs sources, mais qui étaient visiblement les mêmes, qui étaient des sources policières. Les sources policières, elles sont importantes, mais elles sont pas infaillibles. Ils se trompent aussi, et ils disent parfois des bêtises. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Ils se sont trompés. Et nous, on a relayé, sans vérifier ailleurs, les sources policières, et donc l'arrestation supposée de Dupont de Ligonnès. Clara Schmelk. Je rebondis. Effectivement, ce qui est inquiétant, en fait, c'est qu'on a pu voir la dépendance des médias en général vis-à-vis des sources de nature policière. Comme si c'est la police, c'est bon. Alors qu'en fait, il aurait fallu recouper avec des sources d'une autre institution ou d'une autre... Mais là, ça pose toute la question de la course à l'échalote, ce que vous dites également dans votre communiqué de presse, cette espèce d'emballement médiatique où il faut être le premier, où il faut aller le plus vite que vite encore. Mais c'est vrai que quand vous avez l'AFP, quand vous avez des très hautes, apparemment, sources policières qui ont confirmé, quand je dis très hautes, c'est-à-dire c'est au niveau du ministère de l'Intérieur, comment le journaliste fait à chaque fois pour remettre en cause les informations qui lui sont apportées. Là, je pense qu'on ne peut pas porter grief aux médias d'avoir été précipité, d'avoir voulu faire le buzz. Évidemment, quand on est une rédaction, on veut sortir une exclue, mais le Parisien avait cru vraiment de bonne foi vérifier ses sources, avait agi quand même avec une certaine temporalité, c'était pas précipité. Et donc en fait, tout l'argument de les journalistes sont précipités, ils veulent se dépêcher pour faire les notifications au plus vite. Je pense que ça, c'est un procès un peu malhonnête. Il y a vraiment une erreur humaine qui a été répétée, répercutée par beaucoup de médias. Ça montre aussi l'effet circulaire de l'information, ça c'est peut-être plus grave. On dirait moutonnier, pas tout à fait. Mais quand même, les médias se reprennent entre eux, notamment du fait de l'AFP. Un auditeur nous dit, journaliste à la retraite, je suis terrifié par le non-professionnalisme de mes ex et jeunes collègues. Pas de vérification véritable des sources. La précipitation et pas de retenue, c'est pas exactement ça, Xavier. C'est pas tout à fait ça. Moi, je peux pas reprocher. Alors, au Antoine confrère, Chusville. Non, Xavier, c'est notre auditeur. Je répondais à l'auditeur. Là, c'est Antoine Chusville. Je peux pas reprocher au confrère d'avoir parler de cette information vendredi soir, c'est évident. Vous avez plein de sources policières qui vous confirment qu'un homme qui serait Xavier Dupont de Ligonnès est arrêté en Écosse. Vous êtes dans une rédaction, évidemment que vous travaillez dessus, évidemment que vous en parlez. C'est plutôt la manière dont on en a parlé qui est problématique. Je suis d'accord, c'est la manière, et c'est ces experts en tout et n'importe quoi qu'on a vu refaire l'histoire avec des psychologues, qui expliquaient comment il avait pu pendant 8 ans faire une planque. Et puis, moi, ce qui m'a profondément gênée, ce sont les images de la famille qui sont passées en boucle
de ces gens qui ont été assassinés et qu'on n'a pas flouté ou alors qu'on floutait une fois sur deux. J'ai trouvé ça profondément effectivement, gênant. à mon avis, c'est surtout ça, là où il y a une culpabilité. C'est le traitement, c'est le traitement qui a été fait. Après l'information erronée, qui n'est pas un fake news, mais qui est une erreur, le traitement en dépêchant comme ça un cortège de psychologues, de spécialistes en tarte au citron et autres, c'est là où effectivement il y a un problème de déontologie très clair. C'est difficile de faire de l'information en continu. On a beaucoup accusé les chaînes d'information en continu depuis samedi matin, parce que c'est vrai qu'elles ont fait des éditions spéciales. Mais alors moi, je travaillais pas vendredi soir, mais j'ai travaillé il y a une dizaine de jours pour la chaîne France Info, la chaîne de télévision. Parce que moi, je suis journaliste à France Télévisions. Au moment de l'attaque à la préfecture de police, voilà, ça tombe en milieu de journée. Vous devez prendre l'antenne. Il faut immédiatement donner des informations. À ce moment-là, les informations qu'on a, elles sont parcellaires, elles sont contradictoires. Il y a des blessés, il y a des morts, on ne sait pas, etc. Je me souviens très bien que 30 secondes avant la prise d'antenne, donc on est sur de l'info en continu, on a envie de raconter des histoires. Quelqu'un dit, bon, apparemment, il y aurait 2 morts. Mais c'est apparemment, et la présentatrice à ce moment-là a un excellent réflexe, elle dit, est-ce que tu as pu le vérifier? Non, ok, donc on ne sait pas, on ne dit pas. Et on l'a dit plus tard, lorsqu'on avait des informations qui étaient beaucoup plus sérieuses. Dupont de Ligonnès, si on avait attendu un peu, si on avait été un peu plus prudent, un peu plus patient, le ratage aurait été bien moindre. Oui, et parce que c'est vers 23h qu'il y a commencé à y avoir des doutes sur la véracité de Et oui, mais c'est trop tard, l'identité. 23h, les journaux ils sont déjà partis à l'impression, le lendemain matin, il y a... Sauf le Monde, parce qu'ils impriment le lendemain matin. Sur votre tweet, parce que le Monde imprime le lendemain matin, donc c'est... Alors oui, mais d'accord, mais même j'ai écrit du coup juste après ce tweet, c'est pas mal d'être un journal du soir, ça m'avait pas échappé que Le Monde avait bouclé bien plus tard, il y avait eu le temps de la temporisation. Mais quand même, il fallait souligner ce titre qui est très très factuel, arrestation dans le cadre de l'affaire. Et même en dépit de cette heure de bouclage tardive, le titre reste intéressant à souligner. Mais il y a une course effectivement frénétique. Moi j'ai allumé ma télé, je pense comme beaucoup de gens samedi matin, et on était toujours sur l'arrestation de Dupont de Ligonnès. Cela étant, la notification push, je reprends quand même du Monde, n'était pas plus prudente que les autres. C'était Dupont de Ligonnès a été arrêté. Mais c'est à 11h le matin où là on a senti des mots assez drôles du genre il faut être prudent, alors que ça faisait 12 heures qu'on était mais certains confrères ont été plus prudents dès le début. Par exemple, moi je voudrais citer en exemple, parce qu'il n'y a pas que des mauvais exemples, le journal La Provence qui a mis en une Xavier Dupont de Ligonnès arrêté, point d'interrogation. On se pose la question, un homme aurait été interpellé, c'est à vérifier par les enquêteurs, etc. etc. Là-dessus, je trouve qu'ils ont mieux fait leur boulot que les autres, qui se sont effectivement un petit peu emballés, se disant lui le dit, lui le confirme, bon c'est bon, donc c'est sûr, c'est une certitude. C'était qu'une hypothèse. Vendredi soir, ce n'était qu'une hypothèse. C'était une hypothèse quand même très fortement confirmée par des sources, encore une fois, très haut placées de la police, et où on nous a parlé d'empreintes digitales qui matchaient, d'un homme qui... Enfin, il y avait quand même plusieurs éléments qui semblaient accréditer, encore une fois... Mais c'était une seule source, c'était la police. C'était la police, et il en manquait une deuxième. Lilou nous dit tous les journalistes semblent sous-estimer le préjudice subi par cet homme victime de cette fake news. Les médias en parlent peu, c'est vrai, ou se débarrassent du sujet en disant qu'il sera dédommagé. Et puis ce son qu'on vous a passé tout à l'heure de Dominique Rizet sur BFM qui dit oh il en rigolera autour du barbecue. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement traumatisant ce qu'a vécu cet homme, plus de 12 heures, 24 heures de garde à vue. C'est effectivement, vous avez raison, on en parle assez peu. Il a en tout cas une bonne réaction, c'est de ne pas parler aux médias. De leur avoir fermé la porte, et je pense que c'est ce qu'il avait de mieux à faire. Sans les journalistes, il aurait quand même été arrêté à Glasgow et quand même gardé à vue. C'est pas les journalistes qui l'ont envoyé en garde à vue. Il ne faut pas tout confondre, mais c'est vrai que les journalistes ont débarqué à son domicile, ont interrogé ses voisins, sa famille, etc. Donc oui, pas facile pour ce monsieur et sa famille. Alors on est en ligne avec Philippe Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de La Provence. C'est le seul quotidien à être resté prudent, avec Le Monde, mais qui boucle beaucoup plus tardivement. La Provence a décidé de changer sa une vendredi vers 23h30 en ajoutant un point d'interrogation. Xavier Dupont de Ligonnès arrêté, point d'interrogation. Racontez-nous comment s'est fait ce titre. En fait, alors ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'on avait 3 unes qui étaient parties. Nous, on a 10 éditions à la Provence pour les éditions les plus lointaines dans les Alpes de Haute-Provence et de Vaucluse. On a rappelé ces unes qui étaient parties sans point d'interrogation, c'est-à-dire comme tous nos confrères. Alors notre chance par rapport à beaucoup d'autres confrères, notamment nationaux que nous avons, c'est de boucler plus tard. C'est-à-dire que les nationaux bouclent souvent autour de 22h. Nous, on boucle à partir de 23h. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 2 dépêches AFP qui nous ont mis le doute après 23h. Nous, sur ces affaires
affaire-là, évidemment, on travaille avec l'AFP, on est à Marseille, on n'a pas de lien direct avec les enquêteurs, donc on travaille avec l'AFP. Et on croit, entre guillemets, à ce que nous donne l'agence France Presse. Donc, après 23 heures, il y a eu 2 dépêches. Il y en a une qui disait, si vous voulez, un homme présenté comme Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté. On était passé de Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté à un homme présenté comme Xavier Dupont de Ligonnès. Il y a une légère différence sémantique et qui nous a fait tiquer. Ça, c'est la première chose. Et puis donc déjà si vous voulez on a un petit doute à ce moment-là, une petite clochette qui se met à sonner dans notre esprit, et puis ensuite, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que il y a une perquisition qui est en cours donc au domicile de cette personne, et on sent que, enfin, d'ailleurs, elle va s'arrêter très vite, cette perquisition, elle va s'arrêter vers minuit, et à ce moment-là, on se dit, alors donc nous, déjà des premières éditions, on arrête tout, et on se dit, on va mettre un point d'interrogation, et on passe tout au conditionnel, à la une, et y compris dans notre article à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on joue la prudence. On se dit, on va sans doute, moi j'ai le hunier, Olivier Lafont, qui me dit, écoute, tu vas me critiquer, tu vas dire que c'est pas bon, je suis trop prudent, mais il vaut mieux qu'on mette un point d'interrogation. On en tombe d'accord assez rapidement et on part comme ça parce qu'on a un doute qui se fait jour à ce moment-là, quoi. Voilà. Ouais. Mais attendez, on n'est pas meilleur que les autres. Hein. Non, mais c'est. Voilà, on aurait pu faire comme tout le monde. On aurait pu faire comme tout le monde. Simplement, nous, on boucle un petit peu plus tard peut-être que d'autres titres, et donc à ce moment-là, on choisit d'être prudent, et on se dit le lendemain matin, évidemment, ça doit être Dupont de Ligonnès, donc le lendemain matin, on va passer pour des cons, passez-moi l'expression, parce qu'on a remis un point d'interrogation, mais bon, tant pis, allez, vaut mieux être prudent, et puis bon, ben voilà, quoi. Merci beaucoup, merci d'être intervenu, Philippe Schmitt, donc directeur de la rédaction de La Provence. Donc c'est vrai que c'était impressionnant quand on voyait toutes les unes qui étaient consacrées à l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. La seule une avec un point d'interrogation était celle de La Provence. On se retrouve dans un instant, 0826 300 300. Les médias sont-ils coupables dans cette affaire d'avoir été un peu vite en besogne? À tout de suite. Les médias coupables, c'est la question qu'on vous pose ce matin dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Ce week-end complètement fou autour d'une arrestation présumée donc de Xavier Dupont de Ligonnès. On en parle avec Clara Doina-Schmelk, journaliste média à Intégral. Vous avez publié Les métiers du futur chez First, et Antoine Chusville, secrétaire général du SNJ, syndicat national des journalistes. Et vous avez publié un communiqué extrêmement violent, affaire Dupont de Ligonnès, l'éthique journalistique portée disparu. Sévère mais juste. Sévère mais juste, mais vous accablez les journalistes. Est-ce qu'ils ont, encore une fois, la question c'est, est-ce que dans cette affaire, ils ont été trompés? Vous dites c'est le traitement en fait qui pose problème. On n'accable pas les journalistes, on pense que ça aurait dû être évité. Voilà, c'est une erreur de bonne foi. Mais alors, nous, on a des solutions. Ça fait des années, des décennies, des siècles qu'on demande à ce que les journalistes aient plus de temps. Tout à l'heure, on parlait juste avant l'interruption avec le directeur de la rédaction de La Provence, qui dit ce qui nous a sauvé, c'est qu'on a eu le temps de rajouter le point d'interrogation, le conditionnel, etc. Idem pour Le Monde avec sa une le lendemain, qui était d'une... Voilà. On ne peut pas demander aux journalistes de donner des informations immédiatement, sans vérifier, le plus vite possible. Sinon, on arrive sur ces ratages-là. Il y a des dispositifs qui existent dans les rédactions pour se doter de garde-fous, de vérification, pour être capable de relever la traçabilité de l'information. Ces dispositifs, ça s'appelle les principes professionnels, la déontologie. Notre syndicat y est hyper attaché. Et hélas, dans une période où il faut aller plus vite, où il faut que l'info coûte moins cher, ces principes-là, on a tendance à les oublier. Donc je pense qu'on devrait les remettre au cœur de notre travail. Mais quand vous avez le ministère de l'Intérieur qui vous confirme l'information, visiblement c'est ce qui circule un petit peu, comment vous faites quand il y a 3 chaînes d'infos, 4 chaînes d'infos qui sont en boucle et qui donnent des infos? Mais vous la traitez l'information, mais vous la traitez prudemment. Oui. En citant, et peut-être aussi en citant les sources, au lieu de dire d'après nos sources, parce que ça donne une impression très opaque, et le lecteur potentiel ou l'auditeur ou le téléspectateur a l'impression qu'on se moque de lui. Ça crée une rupture encore plus grande entre les médias et la société. Il faudrait être beaucoup plus transparent en disant à l'instant T, on a telle source qui nous dit que Xavier Dupont de Ligonnès est arrêté, on va suivre l'info avec vous. Peut-être qu'il faut changer dans la démarche de process de l'information, puisque à tel instant T, une information ne peut pas être toujours complète,
terminée et certaine. Elle reste toujours hypothétique. Ouais. Le mea culpa des médias et du Parisien en particulier. Alors là, ce qui était très bon, à mon avis, en termes de communication, c'est que le Parisien s'est dit, bon, on est responsable, on a fait une erreur, c'est humain, mais on est responsable, et on va rendre raison de la façon dont s'est produite cette erreur. Donc, ce qui crée un nouveau contrat de lecture avec les lecteurs en disant non, ne soyez pas davantage défiants envers nous, on reconnaît s'être trompé et on va vous expliquer comment ça s'est produit. Et là, je pense que la démarche était vraiment très bonne de la part du Parisien. Ils n'ont pas attendu trop longtemps. Là en l'occurrence, il fallait pas attendre trop. Ils se sont tout de suite remis en question et ils ont vraiment expliqué d'où venait l'erreur. Donc je pense que c'était vraiment une démarche positive. Qu'est-ce que vous en pensez ? Complètement, c'était nécessaire. Il fallait le jour même, notamment sur tous les articles qui avaient été publiés sur Internet, sur les réseaux sociaux, les reprendre, expliquer que ces articles, c'était une information erronée. On laisse les articles quand même en ligne, mais avec l'explication par souci de transparence, comment on s'est trompé, etc. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Je pense que la bonne foi et reconnaître ses erreurs, c'est bien. Ça ne suffit pas. Essayer de ne pas commettre à nouveau la même erreur, ce serait mieux. Donc il faut que les rédactions réfléchissent collectivement. On ne peut pas continuer de la même manière. Sinon, on va avoir le même fiasco dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Si on ne change pas notre manière de travailler, cette histoire n'aura eu aucun sens. C'est assez inédit tout de même. À ma connaissance, il y a eu des fake news, il y a eu la mort, des fake news ou des erreurs, très grosse erreur, la mort de Martin Bouygues qui avait été annoncée par l'AFP. Il y a eu à un moindre niveau, alors c'est assez cocasse que Christine Boutin tweet « Notre pays est à la dérive sur tous les plans, pensons à sa famille », alors qu'elle-même avait annoncé la mort de Jacques Chirac par erreur. Mais un emballement médiatique, c'est aussi que l'époque a changé, c'est-à-dire que les chaînes d'infos ont grandement changé. Oui, qu'est-ce que vous avez connu ? C'était l'agression antisémite dans le RERD. Oui, c'est vrai. Il y a une quinzaine d'années. Je travaillais au journal de France 3 à l'époque. Tout le monde l'avait repris. Alors, il y avait déjà des chaînes d'information en continu. Il y avait déjà LCI, il y avait déjà iTélé. Ça avait été, à l'époque, un gros traumatisme dans les rédacs. Moi, je me souviens que ma présentatrice, c'était Élise Lucet à l'époque, avait fait un débriefing après le journal, quand on avait appris que finalement cette information était fausse, qui était terrible. Je regrette qu'on n'en ait pas tiré des conclusions plus importantes et qu'on n'ait pas remis en question plus profondément notre manière de travailler, parce que là, on a réitéré la même erreur. Il y a eu Timis Sohara aussi. Oui, c'était encore avant. Mais là, la course à l'échalote, encore une fois, je reprends le mot qui est dans votre communiqué, la course à l'échalote, elle continue. La course ne va pas s'arrêter. C'est encore pire. Quand il y avait eu l'agression, la fausse agression dans le RERD, il y avait on s'informait pas de la même manière. Il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Donc aujourd'hui, c'est encore pire. Et c'est parce que c'est encore pire et encore plus dangereux et qu'on va encore plus vite qu'il faut être encore plus vigilant et qu'il faut que dans les rédacs, notamment les directeurs de rédaction, mettent en place des garde-fous et protègent leurs journalistes et protègent le public de cette diffusion massive d'informations erronées. Mais vous voyez, vous travaillez à France 2. Hier, moi, j'ai été profondément choquée par un tweet d'une de vos consoeurs qui fait un travail remarquable, Stéphanie Pérez, qui est sur le terrain en Syrie. Elle dit « Nous étions dans le convoi pris pour cible par les forces turques et leurs alliés. Notre équipe va bien, mais nos confrères sont morts. Notre récit dans le 20h de France 2. » J'ai trouvé ça d'une indécence particulière. Tweeter, faire un teasing dans la mesure où il y a des morts, cette manière de le formuler était particulièrement maladroite. C'était pas très heureux, mais elle le fait systématiquement pour annoncer un de ses reportages. Et là, elle était sous le choc, je pense, de ce qu'elle avait vécu, de ce qu'elle avait vu. Donc c'était important aussi qu'elle donne des nouvelles de l'équipe de reportage. C'est de dire les autres sont morts, on va vous raconter. Il y a le côté mort qui fait qu'il y a une sorte d'accroche, de dire on va vous raconter. Et en même temps, il faut savoir que ce qu'elle a vécu est quand même extrêmement traumatisant. Donc le tweet était peut-être aussi. Mais quand c'est traumatisant, vous tweetez. Je vais volontairement vous pousser. C'est peut-être au directeur de la rédaction, c'est peut-être au service de presse. Mais si elle est traumatisée, elle tweete pas. Ouais, c'est non, mais vous avez raison. Mais sur le fond du sensationnalisme ou de la course à l'échalote à l'audience, de dire voilà, nous on y était, on va vous raconter. Je sais pas si c'est, je sais pas, Clara. Ah oui, mais ça aussi c'est une ambiance générale, une atmosphère d'immersion. Pour raconter quelque chose, il faut dire on y était. C'est aussi l'attitude des internautes qui appellent à ce comportement. Ouais. Et pour revenir à l'affaire de ce week-end, c'est vrai qu'on a vu des experts dire tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on a eu en l'espace même pas de 24 heures. C'était burlesque, alors que c'est un fait divers comme très grave. Et qu'il y a eu aussi cet homme innocent qui a été arrêté, qui a
qui a été malmenée. Et en fait, pendant ce temps-là, ça c'était quand même assez indécent sur le plan moral. Pendant ce temps-là, on avait des experts en tout et n'importe quoi qui ont dit tout et son contraire. Ouais. Sur comment il avait pu survivre pendant 8 ans et après en nous disant mais finalement c'était pas possible qu'il ait. Donc voilà, c'est le côté aussi où il faut meubler l'antenne. C'est un des problèmes des chaînes d'information en continu, c'est meubler l'antenne. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de principes professionnels forts pour accepter de dire on ne sait pas donc on ne dit pas et on ne va pas broder, on a envie de raconter une histoire mais on n'a pas les éléments pour la raconter. Eh bien on attend, on travaille, on prend le temps, on est patient avant de pouvoir la raconter correctement. À la limite, pour meubler, ils auraient peut-être mieux fait de reprendre des archives d'autres types en cavale. Oui. Et dont on était cette fois-ci les affaires auraient été bouclées depuis 20, 30 ou 50 ans et puis comme ça meuble le temps et ils sont sûrs de pas dire de... Qu'est-ce qu'il faut faire alors à votre avis Antoine Chusville pour éviter ça parce que il y a des choses encore une fois la vérification de l'information mais entre dire et faire il y a un gap. On n'évitera jamais complètement les erreurs journalistiques et il y aura toujours des fausses informations diffusées. Voilà, le journalisme, c'est un travail difficile, compliqué. Il y aura des erreurs toujours. Comment les limiter et comment faire en sorte qu'elles se propagent pas extrêmement rapidement comme ce qu'on a vu ce week-end. Nous, on a des pistes depuis longtemps. On pense qu'il faut mettre des garde-fous, qu'il faut donner du temps et des moyens aux rédactions pour vérifier leurs informations, pour les vérifier elles-mêmes. Je veux dire, il faut pas forcément faire confiance à l'AFP 100% du temps. L'agence France-Presse, c'est une rédaction très réputée, très fiable, comme la rédaction du Parisien d'ailleurs. Là, elles se sont trompées. Voilà, elles ont confirmé, elles ont affirmé quelque chose. Des médias. Parce que là, on avait quand même en cascade une même information. Oui, absolument, qui venait de la même source. 95% des rédactions n'ont pas eu accès aux sources du Parisien et de l'agence France-Presse. Donc ils ont repris l'information. C'est surtout ça qui est problématique. C'est vrai que les doutes ont commencé à arriver avec les reporters de terrain qui sont allés vérifier, justement faire l'enquête de voisinage. Et les voisins qui ont commencé à raconter une autre histoire. Les reporters qui sont allés là-bas, qui se sont rendus compte que visiblement ça pouvait vraiment pas être Xavier Dupont de Ligonnès, c'est eux qui ont commencé effectivement à lancer les signaux d'alerte parce qu'ils sont allés faire leur travail très simplement. Alors ça aura pris quelques heures d'aller sur place, de faire l'enquête de voisinage, mais ça a permis de lever les premiers doutes. Oui. Clara, vous voyez ça comment est-ce qu'on va tirer des enseignements de ce qui s'est passé ? Tout va repartir, tout va recommencer. Non. Soyons un peu plus optimistes. Je pense que déjà les médias comme le Parisien l'a fait vont prendre l'habitude de se remettre en question et de peut-être d'être plus transparents vis-à-vis de leurs lecteurs et de dénoncer les sources, dénoncer le travail de fabrication de l'information, envoyer peut-être plus de gens sur le terrain. Et les rédactions peut-être vont prendre le pli d'être plus autonomes les unes des autres. Je pense que c'est les deux enseignements qui peuvent être tirés. Ça n'exclut pas tout risque d'erreur, mais déjà ça montre une certaine prudence, une précaution qui est absolument indispensable. Merci Clara Doyne-Schmelk et merci Antoine Chusville. Le communiqué, on peut le retrouver. Il est sur snj.fr. snj.fr, donc ça s'appelle l'éthique journalistique portée disparue. Merci à tous les deux. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.